Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, c'est le paradis en fait. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors, ça se fait petit à petit, c'est pas une œuvre c'est pas une œuvre facile en fait. Pardon. Et voilà, j'aimerais bien trouver une position où il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Donc, c'est pas une œuvre facile, c'est une œuvre complexe que nous réalisons et on la réalise en plus de façon inconsciente. On ne sait pas réellement ce qu'on fait. On travaille, voilà, on arrive sur cette planète, on donne toute notre vie d'activité à cette œuvre en fait. Et puis depuis des milliers d'années, depuis des centaines de milliers d'années. Et en fait, ça construit quelque chose et on n'a pour l'instant pas pris le temps de se demander ce que nous faisons réellement, ce qu'on fait, pourquoi, à quoi sert cette activité. Alors, on le voit à très court terme, on s'en rend compte, hein, on dit, ben voilà, là, on est rentré dans un processus euh, de, de nettoyage de la planète, on va dire. Hein. On sent qu'on est rentré dans l'ère de l'écologie et toute l'énergie va commencer à une grande partie de l'énergie va se cristalliser pour cette activité. Mais parallèlement à ça, on développe des routes, des itinéraires, des relations entre les États, etc. Et on se demande pas pourquoi. C'est assez curieux. Et, mais je pense que c'est naturel, finalement, de ne pas se poser cette question parce que on ne peut pas y répondre réellement. On ne peut pas y répondre de façon pragmatique. On peut imaginer, on peut anticiper, interpréter, créer des idées sur ce que deviendra le futur. Mais il n'y a pas de preuves tangibles pour l'instant possibles. Ces preuves, on y accédera. Il faudra quelques siècles pour y accéder, mais peut-être pas d'ailleurs, hein, quelques décennies, mais on accédera à ces preuves tangibles de où nous allons. On a commencé à répondre d'où nous venons, qui nous sommes. C'est la psychologie qui commence à réfléchir à tout ça, et pas que la psychologie, hein, la chimie, etc., etc. Et on va commencer à répondre à où nous allons. Alors, pour développer cette théorie, je m'appuie sur des vidéos ou des audios que j'écoute ou des livres. Et là, j'ai mis en route une petite digression à partir d'une série de France Culture, d'une émission qui s'appelle Avec Philosophie, que j'adore, et qui est consacrée cette semaine à la métaphysique. La métaphysique, la question c'est, la métaphysique est-elle un délire? Point d'interrogation. Et on va directement aller de l'épisode 1 qu'on vient de terminer à l'épisode 4. Peut-on être pragmatique et faire de la métaphysique? Le cas William-James. On va voir ça. C'est marrant parce que j'avais chiné un livre de William James, le philosophe, je crois que c'est un philosophe américain, et je ne l'ai pas lu et je l'ai revendu sur un vide-grenier comme un idiot. Et je m'en suis rendu compte après, je l'avais mis dans une caisse et j'ai vu quelqu'un qui me l'a acheté et j'ai dit mince, j'ai pas osé lui dire non, je veux le garder, c'est un livre ancien en plus. Voilà, bon bref, ça me rappelle ça. Et je connais pas du tout son travail à William James. Alors je lance
je lance l'émission et je commente éventuellement, je digresse à partir de là. France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Suite de notre série sur les métaphysiques contemporaines. Aujourd'hui, peut-on faire de la métaphysique quand on est pragmatiste? Le cas William James. Le philosophe William James a fondé à la fin du XIXe siècle le courant philosophique états-unien qu'on appelle le pragmatisme et auquel nous avons déjà consacré une série. L'idée fondamentale du pragmatisme est que les idées ne doivent être évaluées qu'en considérant leurs effets pratiques. C'est donc un courant par nature critique envers les idées qui portent sur un au-delà de toute expérience possible, c'est-à-dire les idées qui portent sur un domaine métaphysique au sens ordinaire du mot. Alors, j'ai pas vu passer cette série. Je vais la retrouver, bien entendu, et ça m'intéresse de l'écouter déjà et de travailler dessus. Il me paraît important, ce philosophe. Je ne sais pas pourquoi. Cependant, William James était très intéressé par la religion, plus exactement par le versant émotionnel de celle-ci. Les dogmes ne l'intéressaient pas. James pensait que la foi, qu'il définissait comme une conversation avec l'invisible, donne à l'individu une vitalité très appréciable, un optimisme dans la vie. Il s'est alors demandé, au fond, de cet invisible, le croyant ne fait-il pas une véritable expérience, même si c'est un peu différent des expériences sensibles ordinaires? Et James a répondu que oui, en semblant valider, pour finir, non seulement le caractère bon de ces réalités invisibles du croyant, mais leur pleine vérité. Qu'il puisse s'agir éventuellement de purs construits psychiques, d'illusions, ce n'est pas son problème. Mais pourrait-on objecter, si tout ce qui nous passe par la tête et nous fait du bien peut ainsi être tenu pour vrai, où va-t-on? D'ailleurs, dans cette affaire, James est-il aussi pragmatiste qu'il le prétend? Et si, sur ces points, il nous servait une pure et simple métaphysique personnelle? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la dernière... Voilà, je voulais sauter d'une émission, je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, je voulais savoir si ces 4 émissions allaient faire infléchir la vision de Géraldine Mühlmann, qui me paraissait être un peu critique envers les nouveaux métaphysiciens, la nouvelle métaphysique, la métaphysique. Et je voulais savoir comment ça progressait dans cette chose-là. Alors, on va le savoir, mais... apparemment, ça se termine vers le spirituel et donc la métaphysique. Bonjour Stéphane Madel-Rieu. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et spécialiste du courant pragmatiste américain. Et bonjour Didier Debèze. Bonjour. Vous êtes vous aussi spécialiste du pragmatisme, chercheur au Fonds national de la recherche scientifique, c'est le CNRS belge. Les idées. Pour James, c'est pas quel est leur statut en tant que tel, mais ça sert à quoi une idée? Et les idées, c'est extraordinaire. Pour James. Ce sont des actions. Donc ce ne sont pas des représentations, ce ne sont pas des... D'ailleurs, dans cette affaire, James, c'est comme une conversation avec l'invisible, que les idées ne doivent être évaluées qu'en considérant leurs effets pratiques. C'est donc un courant par nature. Si tout ce qui nous passe par la tête est nous de Bruxelles. Alors en 1898, James belge est enseignant en philosophie contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. Désolé. Alors en 1898, James a écrit un texte considéré comme assez fondateur, important, qui s'intitule « Conception philosophique et résultats pratiques », où il met en œuvre un nouveau principe. Il faut examiner les idées, dit-il, en se tournant vers leurs fruits, leurs conséquences, je cite toujours, les faits qu'elles sont capables de produire. Autrement dit, font-elles du bien ou pas? C'est la clé pour évaluer les idées. Ce principe est, Stéphane Madel-Rieu, à la source du courant pragmatiste. Signifie-t-il que les idées validées sont vraies ou simplement qu'elles sont bonnes? C'est déjà pas mal. Alors, ça c'est très intéressant parce que est-ce que les idées font du bien ou pas? Et là, on rejoint la philosophie
antique. On rejoint les Grecs, les Platon, les Aristote, qui parlent du souverain bien, qui parlent du bonheur comme la quête de chaque être humain. Donc, en réalité, ce désir d'avoir des idées qui font du bien et donc d'imaginer le divin, d'imaginer un au-delà, d'imaginer le paradis, d'imaginer, etc., etc. Même si elles pourraient ne pas avoir de points vraiment établis, qu'on puisse établir scientifiquement, si elles font du bien, c'est que l'humain va se diriger vers ce type de questions, vers ce type de réponses ou d'idées. Voilà, si au fond, dans ce travail m'avait conduit à penser que l'humanité va vers sa destruction, vers le chaos, vers l'enfer, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas du tout, je me serais pas du tout mis à le travailler, à y réfléchir. C'est quelque chose qui m'aurait repoussé de donner ça à mes frères humains comme l'inverse de la quête de l'humanité. Donc voilà, pardon. Un principe de classement et a priori, on s'en tient là. Alors le pragmatisme dans cette conférence de 1898 est d'abord présenté non pas comme une théorie de la vérité des idées, mais d'abord comme une théorie du sens des idées. Et oui. Le pragmatisme est présent d'ailleurs comme une méthode pour clarifier le sens des idées. Et James reprenait cette méthode à son collègue et ami Peirce, le fondateur du pragmatisme. Et il était soucieux de ne pas laisser les concepts à leur abstraction, oui, ou les conceptions philosophiques à leur abstraction. Et il cherchait à les rendre clairs en allant voir quelles différences pratiques ces concepts font dans la vie des individus. Donc du bien ou du mal, quoi, concret. Du bien ou du mal, ou pour certains concepts, comme des concepts très ordinaires, comme le concept de chaise, oui. Quelle différence cela fait pour un enfant, par exemple, de maîtriser le concept de chaise. Oui. Ça fait une différence dans sa conduite. Effectivement, il sait qu'une chaise, on peut s'asseoir dessus, et donc s'il ne maîtrise pas le concept de chaise, il aura une conduite qui sera différente. Et par conséquent, il était intéressé d'abord à comprendre les conceptions philosophiques, y compris les croyances religieuses, ou les oui. grandes croyances religieuses, en fonction des effets pratiques dans l'expérience. Avant même de savoir si elles sont vraies ou fausses, oui. si elles font du bien ou pas, il faut d'abord savoir quel sens elles ont. Parce que sinon, on risque de parler sans savoir de quoi on parle, sans comprendre le sens de ces conceptions. Donc normalement, compte tenu de ce que vous venez d'expliquer, on n'affirme rien en termes de valeur des idées, de sens des idées, sans avoir fait une enquête à leur sujet. On demande aux gens comment cette idée vit, si j'ose dire, dans leur vie, Didier Debèze. Alors oui, je rajouterais un élément, c'est que le pragmatisme s'est formé à partir de pragma qui a deux sens. C'est à la fois expérience et c'est action. C'est-à-dire, il n'y a pas d'expérience qui ne soit pas une action, il n'y a pas d'action qui ne soit pas un phénomène d'expérience. Et c'est très important parce que je crois que pour cette émission, il est aussi essentiel de se rappeler que le constat de James, c'est que le concept d'expérience est peut-être un des plus décevants de l'histoire de la philosophie moderne, parce qu'il a été réduit à de l'expérience psychologique, subjective, individuelle, à une théorie des facultés. Et il faut au contraire la pluraliser, la libérer de son carcan anthropologique en quelque sorte. Oui. En tout cas, il faut redémultiplier le carcan, ce carcan-là. Et donc la question, c'est à quoi servent les idées pour James? C'est pas quel est leur statut en tant que tel, mais ça sert à quoi une idée? Et les idées, c'est extraordinaire pour James. Ce sont des actions. Donc ce ne sont pas des représentations, ce ne sont pas des imitations, ce ne sont pas des miroirs du réel, ce sont des actions, ce sont des guides. C'est quelque chose qui permet... Alors, deux choses. La première, c'est que la fluidité de ce dialogue, comment on est passé de ce premier intervenant au second grâce à Géraldine Mühlmann, la fluidité des intervenants quant à ce degré de pédagogie
d'art de s'exprimer, c'est une pure merveille. Je voulais l'éclairer parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. On s'en rend pas compte à quel point c'est de l'art, quoi, la façon dont les choses, la parole s'articule de l'un à l'autre, s'enrichit. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Alors, l'idée, c'est l'action. Et je suis d'accord avec cette vision. L'idée, c'est l'action. En réalité, quand on a... j'étais dans ce petit parc où j'écrivais des petites nouvelles. En 1999, octobre 1999. J'aimerais retrouver le jour... Peut-être je l'ai écrit sur le journal que je tenais à l'époque. J'aimerais bien retrouver le jour exact de cet éblouissement. J'écrivais ces petites nouvelles et sur la nouvelle du jour que j'écrivais, chaque jour j'écrivais une petite nouvelle, j'imaginais un petit truc, voilà. C'était un petit exercice de style. J'ai écrit sur cette nouvelle-là, de toute façon, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. J'ai lu ce que je venais d'écrire, et j'ai eu une bouffée de chaleur. Ça a travaillé véritablement mon corps de me dire, mais qu'est-ce que je viens de découvrir là, un secret, le secret de l'univers, il y a quelque chose, je viens de comprendre quelque chose qui est inouï, quoi. Et alors j'ai eu vraiment une sorte de crise d'angoisse, mais ça n'a pas duré, hein, ça a duré quelques secondes, le temps peut-être une minute, le temps de sentir ce truc et puis de m'arrêter et de commencer à y réfléchir et de dire mais oui, évidemment, c'est ça. L'humanité va vers sa perfection. C'est tout ce que tu cherches à comprendre de pourquoi tu es présent ici, pourquoi tu es en vie, à quoi sert l'existence. Tout venait de s'éclairer. Et là, ça a mis complètement en action. C'était une action parce que ça a agi sur moi, mais ça m'a mis tout de suite en action de cet instant-là, cette idée. J'ai plongé dedans, j'ai tout abandonné, tout ce que je faisais de façon, mon travail, l'art que je pratiquais, c'était de la peinture, les soirées que je passais à droite à gauche à m'enivrer, les trucs, j'ai tout abandonné pour comprendre cette phrase-là. Et j'ai plongé là-dedans le soir même, et le lendemain, et le surlendemain, et puis avec un enthousiasme inouï pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour éclairer cette... Donc c'est l'action, et c'est l'action en totale de ma vie, cette idée, en fait. Non pas à un individu uniquement, mais qui permet à des collectifs, qui permet à des scientifiques, qui permet à des philosophes de se guider dans un monde pluriel et indéterminé. Et c'est cette vision profonde et tragique de James, que notre univers est un univers indéterminé, que nous ne savons pas de quoi sera fait le futur, que nous ne savons pas ce qu'il y a au-delà de notre expérience, et nous avons besoin de guides. Et les idées, ce sont des guides. Ben, c'est vraiment génial parce que... Alors c'est dommage que James soit pas là, parce que je lui aurais bien envoyé la mécanique universelle pour lui dire si on peut savoir ce que... Et on le saura de plus en plus. Évidemment, en 1899, en 1900, c'était l'époque de Nietzsche, c'était le début de la phénoménologie chez Husserl, etc. C'était pas possible de pouvoir y plonger comme maintenant on peut le faire. Mais on voit que les idées servent à sortir de cet indéterminisme, de ce côté où il y a on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas l'avenir, on ne comprend pas l'avenir, etc. Là, on peut le comprendre. Pour la première fois, à mon sens, on va pouvoir modéliser l'avenir. C'est
la suite. Mais ce sont des actions, et donc elles nous orientent d'une certaine manière. Donc il y a une espèce de doxa sur le pragmatisme, un peu utilitariste, les idées bonnes sont suffisantes, etc. Non, c'est très rigoureux. Les idées, ce sont des actions. Si vous voulez savoir ce qu'elles sont, vous devez voir ce qu'elles font. Et faire ce qu'elles font, c'est mener une enquête. Et ce sont des enquêtes rigoureuses. Ça ne veut pas dire « je vais, moi, personnellement, aller voir ». Non, ce sont des enquêtes. D'ailleurs, alors, puisque nous allons évoquer les idées ordinairement considérées comme métaphysiques, je pense que vous m'accorderez tous les deux que l'idée de Dieu est une idée métaphysique. Eh bien, James fera une enquête sur ce que veut dire dans la vie des gens croire en Dieu. Cette enquête, elle aura lieu en 1902, en tout cas la publication. Ça s'appelle le fameux livre Varieties, les formes multiples de l'expérience religieuse. Mais là, on est quelques années avant. Et c'est vrai que James a une façon quand même d'annoncer la couleur, puisqu'il dit dès cet article de 1898, je cite, « L'idée de Dieu, bien qu'elle puisse être inférieure en clarté à ces notions mathématiques si courantes en philosophie mécanique, possède au moins cette supériorité pratique qu'elle garantit un ordre idéal qui sera définitivement préservé. » Bien sûr, c'est quasiment... Mais c'est l'équivalent de la mathématique. La mathématique, elle nous balise, elle nous permet une sorte d'assise incroyable dans l'existence. On sait que de là à là-bas, ça fait 10 mètres, que la journée est découpée en tant d'heures, que demain, dans telle heure, je vais faire ci, ça, etc. C'est quelque chose qui balise vraiment la vie de l'humanité. On prête pas assez attention à cette créativité parce que la maîtrise du maître, des distances, du temps, etc., c'est quelque chose qui a été créé par l'humain pour l'humain. Donc il y a un moment, ça n'existait pas. Donc tout ça, c'est quelque chose de très important pour notre évolution. Mais le spirituel, il a ce cadrage incroyable. Il a cadré l'humanité et il aide l'humanité depuis des milliers d'années. Et ça, c'est ce que j'ai écrit depuis très longtemps et que je rappelle souvent dans des vidéos. On maltraite le spirituel, le religieux, sans voir le côté positif. On a tendance, le monde profane, le monde laïque, a tendance à s'attaquer complètement aux religieux en disant ça sert à rien, c'est le porteur de guerre, c'est l'opium du peuple, enfin bref. En le décrédibilisant sans pouvoir comprendre tout l'apport qu'il a apporté à l'humanité depuis des milliers d'années. Mais c'est inouï son apport, c'est incroyable. La gestion du comportement humain, on lui doit en grande partie dans toutes les religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, le christianisme, le judaïsme, l'islam, qui occupe 90% de la population mondiale, et même les religions africaines, c'est exactement la même chose. Elles ont servi à cadrer, elles servent à cadrer l'être humain, à l'empêcher. Les tabous, c'est tu ne dois pas faire ça, tu dois te comporter comme ça, etc. Ça a été une usine à maîtrise du comportement humain. Fan Delrieux, cela veut dire que très tôt dans sa vie, James pense que l'idée de Dieu fait du bien sur le plan pratique. Et là, l'argument de cette phrase, c'est qu'il crée de l'ordre dans la vie des gens. Oui, il a été très tôt influencé par les idées religieuses de son père, d'ailleurs, qui était une sorte de théologien un peu hérétique, disciple de Swedenborg. La religion a été une des plus grandes questions dans sa vie, mais il a cherché à la concilier ou à concilier certaines croyances religieuses avec sa formation de scientifique
d'autre part, puisqu'il était médecin, il était psychologue, il était darwinien, et on ne peut plus croire en n'importe quel dieu lorsqu'on est darwinien, on ne peut plus croire en n'importe quel dieu quand on a fondé le premier laboratoire de psychologie expérimentale aux États-Unis, et par conséquent, si il faut croire en Dieu, il faut que cette croyance soit aussi compatible avec des croyances scientifiques de la psychologie moderne, avec les croyances scientifiques de la biologie darwinienne. Et donc, ça fait peser quand même un certain nombre de contraintes sur le type de Dieu dans lequel on peut croire, ou dans lequel on serait autorisé à croire. Donc, James a toute sa vie cherché à... Tout à fait, d'accord. Mais en fait, ce n'est pas incompatible avec les définitions de Dieu dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, où on ne doit pas se faire de représentation, etc. etc. C'est leur déclinaison dans l'humanité qui va avoir changé un peu la vision qu'on pouvait, que peut-être nos prédécesseurs, les créateurs de ces grandes religions avaient de Dieu. L'idée de Dieu, c'était s'il est immatériel, etc., etc. C'est pas pour rien, quoi, dans ce truc-là. Et pourquoi nous, en faisant quelque chose de matériel, on a du mal à le comprendre. Sa toute-puissance, etc. Toutes ces choses-là sont mal compris. Et c'est pour ça que c'est très facile de remettre le darwinisme à l'intérieur de la religion. La religion va très bien avec le darwinisme. Et l'évolution de l'humanité vers sa perfection utilise complètement 100% le darwinisme, le principe de l'évolution vers le meilleur. Voilà, sauf que Darwin ne plaçait pas le moteur de cette quête vers la perfection que toutes les espèces ont, au fond, de façon instinctive. Eh ben, il ne le replaçait pas au niveau du divin. C'était pas le moteur, c'était pas le divin. Pour moi, c'est le divin. À défendre l'option religieuse, la possibilité ou le droit de croire, mais pas de croire en n'importe quoi, ni de croire en n'importe quel Dieu. Et alors, qu'est-ce que c'est le Dieu qui nous fait du bien pour James? Alors, c'est pas le Dieu des philosophes. C'est-à-dire le principe premier, ce que vous appelez les philosophes rationalistes qui évoquent comme Descartes un principe premier, mais sans chair, si j'ose dire, sans sentiment. C'est un Dieu que nous nous imaginerions plutôt chez James aimant. Alors, tout à fait, c'est effectivement... Mais le Dieu des philosophes, ça dépend de quel philosophe. Si c'est le Dieu... Mais oui, mais ils ne pouvaient pas le savoir, mais c'est... S'il pensait au dieu de Husserl, il ne pouvait pas, parce que Husserl vient à la même période. Mais le dieu de Spinoza, c'est ça, c'est un dieu plein d'amour. Même le dieu de... C'est l'essence de l'amour, en réalité. C'est pas... J'aimerais bien savoir contre Vous avez cité tout à l'heure le pragmatisme comme étant peut-être anti-métaphysique, se détournant de la métaphysique, parce que, James le dit, le pragmatisme se détourne des principes premiers, des catégories absolues, des choses nécessaires, des origines absolues. Et s'il y a un Dieu, effectivement, c'est pas ce Dieu qui serait le principe de toute chose, qui serait l'absolu, le tout dans lequel chaque phénomène prend son sens ou sa valeur. Ça n'est pas du tout ça, effectivement, que James a en vue. Et il a tout un débat avec, justement, des philosophes post-kantiens, hegéliens, qui identifient Dieu à un tout, ou à l'un absolu, en lequel toute chose prend son sens. Et pourtant, pour moi, son Dieu, c'est effectivement un Dieu qui est tourné vers l'expérience. C'est là où toute chose prend son sens. C'est dans Dieu. Il est vu du point de vue de l'expérience humaine. En fait. Et il est vu du point de vue des effets que la croyance en Dieu ferait dans l'expérience humaine. Et si vous prenez à la rigueur le principe du pragmatisme, à savoir que les idées n'ont de sens que dans leurs effets pratiques,
L'idée de Dieu, pour James, ça veut dire quoi? Ça veut dire une disposition à espérer. Oui. Même lorsque les situations semblent désespérées. Donc c'est quand même un Dieu assez puissant, parce que ça veut dire que nous pouvons placer en lui une confiance quand même sur ce qu'il va nous faire à nous, individus, nous aider peut-être dans nos efforts, et dans ce qu'il peut faire de bien au monde. Alors, dans cette enquête sur l'effet de la croyance de Dieu dans l'expérience des êtres humains, en réalité, le sens du concept Dieu, c'est simplement cette confiance, effectivement. Ceux qui croient en Dieu peuvent avoir une certaine confiance dans le cours des choses. Ils peuvent nourrir un certain espoir que la mort n'aura pas le dernier mot, par exemple, que les choses ne seront pas définitivement perdues, qu'il y aura peut-être une issue aux situations les plus désespérées. Mais ça ne veut rien dire de plus. D'accord. Donc en même temps, c'est une restriction, une réduction énorme du concept traditionnel de Dieu. C'est simplement l'idée d'une force morale qui n'est pas infinie, qui n'est pas toute puissante, qui pourrait vous venir en aide dans les moments les plus désespérés. Et c'est tout. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo, parce qu'elle est déjà assez longue. Mais je pense que c'est intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Même les pragmatiques, ceux qui sont à la limite contre la métaphysique, parce qu'il y a une lutte là, il y a eu une lutte au moins au XXe siècle, on refusait la métaphysique, je pense, là, les grands courants, tous les courants spirituels, tous les courants philosophiques ont essayé de mettre un peu à côté, de repousser un peu les courants métaphysiques, et ils reviennent là. Et c'est pas pour rien que ça revient. Voilà, bon, bref, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans ces vidéos qui sont un peu décousues, et je parle pas très bien, mais parce que je suis un peu embrumé pour des raisons X et Y. Et donc, je suis pas au taquet, on pourrait dire. Je suis pas au meilleur de mon potentiel de réflexion. Et donc, voilà, c'est un peu laborieux. Mais c'est pas grave, il y a peut-être des petites choses, du moment qu'il y a quelques petites choses, quelques petites créativités intéressantes, ça suffit. Alors, si vous pensez qu'il y a de l'intérêt dans ces vidéos, dans l'idée qui stimule, qui essaie de stimuler le fait qu'il faut commencer à se poser la question de où nous allons, comme le fait la mécanique universelle, eh bien vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens, vous pouvez travailler pour la méca si vous avez des compétences pour développer les sites, pour les améliorer, pour des compétences en philosophie, en technique, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis, vous allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'essaie d'éclairer cette théorie. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.